logique même d'une plateforme devrait être que ce sont les créateurs sur la plateforme qui doivent être le plus rémunérés et pas la plateforme elle-même. Sinon, c'est un modèle un peu qu'on pense désuet, centralisé, où les utilisateurs sont loqués sur une plateforme, ne peuvent pas en sortir et finalement sont tributaires des règles de la plateforme. Bienvenue dans le dernier épisode de la série consacrée aux entrepreneurs de l'univers des crypto-monnaies. On utilise tous leurs services, on connaît tous leurs créations, mais qui sont ces femmes et ces hommes qui bâtissent le monde de demain ? À travers ces 4 épisodes, nous partirons à la rencontre de ces entrepreneurs à succès. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sébastien Borget, cofondateur du jeu The Sandbox. Sébastien, merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse te présenter et nous dire comment tu es arrivé dans l'écosystème des crypto-monnaies. Enchanté Valentin, c'est un plaisir de participer à ce podcast et partager un peu mon background et mon historique dans l'univers de la blockchain et du gaming. Donc je m'appelle Sébastien Borget, je suis le cofondateur de Sandbox. J'ai 35 ans et j'ai démarré en tant qu'entrepreneur avec mon associé en 2007. En 2007, on avait lancé l'une des premières applications de la technologie décentralisée, qui est en fait le peer-to-peer. Donc, on avait développé une startup qui utilisait BitTorrent, un protocole peer-to-peer, pour permettre à des sites de vidéo à la demande, de Catch-up TV, de replay, de faciliter le téléchargement et la location de vidéos à la demande en haute qualité, tout en réduisant leur coût de bande passante. On a travaillé avec les plus grandes plateformes médias, TF1 Vision, M6 Replay et même des événements sportifs comme Roland-Garros. On a revendu cette société 2 ans plus tard, puis on s'est lancé dans un service Internet qui permettait aux utilisateurs d'uploader leurs photos, vidéos, musique en ligne dans le cloud et le partager entre amis. Pareil, on a rencontré un franc succès. On avait des dizaines de milliers d'utilisateurs qui avaient un abonnement mensuel pour accéder au service. Et on a revendu cette société 2 ans plus tard. Puis en 2011, on a cofondé un studio de jeux vidéo mobile qui se concentre sur les jeux de type free-to-play. Et on a aussi lancé un jeu qui nous est propre, qui a été un peu le titre phare du studio, qui s'appelle The Sandbox. On l'a lancé en 2012, donc un jeu mobile sur iOS et Android où les utilisateurs pouvaient, d'un simple toucher de leurs doigts sur l'écran, créer des pixels, de la terre, de l'eau, du feu, faire planter des graines, faire pousser ça, et en fait faire évoluer un monde sous leurs yeux du simple toucher de leurs doigts. Après, on a ajouté différentes couches de gamification pour permettre de créer des jeux avec des ennemis, des héros avec des armes, des épées, des pistolets, etc. Un peu comme finalement, que ça a permis à quiconque de jouer avec plus de 500 éléments et de partager son niveau, son jeu dans une galerie en ligne pour que d'autres le notent et y jouent à leur tour. Tu as fait quoi comme étude avant de te lancer dans la création de tes premières boîtes et dans l'aventure de The Sandbox ? J'ai fait des études d'ingénieur en réseau et télécommunications. Tout ce que j'ai appris, je l'ai quand même appris énormément de par en autodidacte, par la recherche, par l'implication, parce que je me passionnais pour un sujet, je m'y suis impliqué de plus en plus. Au tout début, je me rappelle que quand j'étais étudiant, j'étais quand même l'un des premiers contributeurs sur des euh, sur des scripts open source qui justement avaient attrait à la technologie BitTorrent et peer-to-peer. Et c'est comme ça que j'ai pu faire différentes rencontres, que j'ai établi une certaine réputation, etc. On va revenir au principe du jeu dans quelques instants, mais avant ça, pourquoi ce jeu qui fonctionnait, tu l'as dit, sur mobile avant et donc sans la blockchain, s'y attelle aujourd'hui ? Déjà, comme je vous l'ai expliqué un peu, mon background, il est quand même assez impliqué dans la technologie, le peer-to-peer depuis des années. Donc, on regardait de près toutes les technologies émergentes. Quand le mobile gaming est apparu, on était l'un des premiers studios dessus. Quand le peer-to-peer avec une application dans l'entreprise, on était dessus. Le streaming et le cloud, on était dessus. Donc, assez naturellement, la blockchain, on a regardé de plus près à partir de
courant 2017. Et à la fin de 2017, avec cette apparition de CryptoKitties et NFT, on a eu en quelque sorte une révélation qui a été la suivante, qui a été que les NFT, donc avec CryptoKitties, c'est des chats virtuels que les joueurs pouvaient posséder et se transférer les uns les autres, vendre et faire évoluer. C'est sympa, mais ça reste quand même quelque chose, un contenu qui a été fait uniquement par un développeur. Si on appliquait le principe derrière, donc la technologie du NFT, mais au lieu de l'appliquer à des chats virtuels, on l'appliquait à tous les contenus qui ont été faits par notre communauté sur Sandbox, donc on appelle ça de l'user-generated content, est-ce que ça ne serait pas plus pertinent si on permettait, en revenant un peu à notre marque de fabrique, à n'importe qui de faire son NFT. Et c'est de là qu'est née l'idée de lancer un nouveau sandbox. Cette fois-ci, on passe d'un jeu 2D mobile free-to-play à une vraie plateforme 3D qui va tourner sur PC, sur Mac, sur mobile, sur tablette et dans le futur sur console, avec du multijoueur, quelque chose d'assez qu'on n'avait pas sur mobile, et enfin qui permettent à quiconque de créer ses NFT et de jouer avec ces NFT. Donc ça, c'est vraiment l'idée de départ qui a lancé la nouvelle version de Sandbox. Et derrière, la motivation économique était aussi vraiment pertinente. Cette solution apporte une solution, a répondu à un besoin clair, une problématique claire qu'on avait, qui est la suivante. Dans The Sandbox sur mobile, on a eu 40 millions de téléchargements, on a eu 70 millions de créations et on n'avait aucun moyen en fait de récompenser les utilisateurs pour toute leur contribution à la plateforme, tout le contenu qu'ils ont créé, qui du coup a participé au succès du jeu, puisque le contenu attire des nouveaux joueurs, attire plus de contenu, fait que le jeu se renouvelle sans cesse. On n'avait pas vraiment de moyens du fait des limitations des plateformes, les App Store, etc., des modèles économiques en place, de permettre à cette communauté de créateurs et de joueurs impliqués qui ont fait le succès pendant 8 ans de Sandbox d'être impliqués à un assez haut degré dans le succès général de la plateforme. Et c'est pas quelque chose propre à Sandbox, c'est une problématique, si on regarde, dans l'univers des jeux où les joueurs peuvent faire le contenu, ça remonte pratiquement au tout début du GC, mais c'est très visible de nos jours sur Minecraft ou sur Roblox. Roblox qui vient de faire son introduction en bourse, Minecraft qui a été racheté par Microsoft il y a quelques années. Malgré en fait l'engouement des joueurs et finalement le succès de ces jeux dû par la communauté qui a produit des contenus, qui a créé des jeux, etc., les joueurs et les créateurs sont un peu entre guillemets, les perdants dans l'équation, puisque c'est pas eux qui vont tirer la plus grande manne monétaire de ce succès. Alors que pourtant, c'est eux qui, la logique même d'une plateforme devrait être que ce sont les créateurs sur la plateforme qui doivent être le plus rémunérés et pas la plateforme elle-même. Sinon, c'est un modèle un peu nous qu'on pense désuet, centralisé, où les utilisateurs sont loqués sur une plateforme, ne peuvent pas en sortir et finalement sont tributaires des règles de la plateforme. Donc la blockchain permet vraiment d'apporter une solution par rapport à ça et c'est sur ce nouveau sandbox qui est en développement depuis 3 ans et qui a déjà des métriques de succès assez intéressantes sur lesquelles je vais parler un petit peu après, que l'on peut voir et que l'on peut offrir vraiment une plateforme ouverte, un monde virtuel ouvert, donc on appelle ça un open metaverse, où tous les gens, tous les utilisateurs qui détiennent des tokens de la plateforme, sous la forme de NFT, sous la forme de Sand, qui est la monnaie principale de la plateforme, ont un véritable intérêt au succès et participent vraiment activement au succès autant que nous. Donc c'est vraiment un projet 100% pour la communauté qui donne 100% de pouvoir aux utilisateurs, aux créateurs qui sont finalement les owners, les détenteurs de leurs créations, sont libres de les monétiser, sont libres de les échanger sans notre permission sur des marketplaces tierces ou la nôtre et de les utiliser au sein de jeux qu'ils vont créer sur Sandbox ou potentiellement, grâce à la technologie NFT et cette interopérabilité, être utilisé par d'autres jeux aussi.
On y arrive. Pour ceux qui ne connaissent pas The Sandbox, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut y faire? Donc, dans Sandbox, en fait, Sandbox, c'est une plateforme avec plusieurs produits. L'un de ces produits, c'est un NFT Maker, qui se compose d'un éditeur 3D appelé VoxEdit, qui permet de faire des modèles 3D et de les animer, d'une marketplace qui permet d'exporter les modèles 3D faits avec VoxEdit et de les publier sous forme de NFTs. Donc les utilisateurs vont pouvoir se les échanger, les vendre, les monétiser. Et à partir de là, ensuite les utiliser où? L'utiliser soit dans notre Game Maker, qui est aussi donc disponible en bêta désormais sur www.sandbox.game, où vous allez pouvoir créer des jeux juste en mode drag and drop, sans aucune notion, sans aucune connaissance en programmation requise. Il n'y a pas d'écriture de code en fait. Tout est drag and drop. Un des assets fait avec VoxEdit on peut choisir le comportement, le behavior qui lui est assigné, et à partir de là, voir si je place un ennemi, automatiquement cet ennemi va venir attaquer mon personnage suivant les petits réglages que j'ai pu faire, sans que j'ai eu à écrire quoi que ce soit lié à la détection, au pathfinding, à la distance, euh, à la logique, au type d'attaque, etc. Donc, ça a permis la promesse de transformer un joueur en créateur de jeu reste notre marque de fabrique. C'est quelque chose qui reste tenu au sein de cette nouveau sandbox, et on a déjà constaté plusieurs succès, notamment lors de Game Jam qu'on a organisé. C'est la deuxième. Toutes les participations sont publiques, on peut être vu dans la galerie du Game Maker ou sur nos streams et sur plein de vidéos YouTube qu'on partage. On peut voir vraiment un très haut niveau de qualité dans les productions. On a aussi lancé une fondation qui soutient les créateurs, qui offre des grants. Donc, toi, en tant que créateur de jeu ou un utilisateur qui vient, tu as une idée, tu soumets ton idée, on la revoit, et si on est d'accord, tu reçois une grant pour créer ce jeu sur la plateforme Sandbox avec les outils de Sandbox. On a déjà plus de 17 projets qui ont travaillé en 2020 et qui désormais seront bientôt prêts au lancement avec la plateforme lorsqu'on va ouvrir la bêta aux joueurs. Tu peux voir sur notre site des vidéos, des teasers, des screenshots faits par ces équipes. Donc, les différents NFT qui soutiennent cette plateforme et les outils dans Sandbox que je viens de décrire sont les suivants. Donc les assets, ces NFT qui sont les items de jeu, les personnages, les ennemis, etc. Deux, les lands. Les lands, en fait, le concept est le suivant. Dans Sandbox, on est un monde virtuel dédié aux jeux vidéo. On a une map qui se compose de 166 464 landes au total. Il n'y en aura jamais plus qui vont être créés. Donc, il y a un nombre fini de landes. Un land, c'est un espace virtuel qui est indispensable pour pouvoir publier son jeu, le monétiser et permettre de se rencontrer avec d'autres joueurs sur la plateforme. Donc, on pourrait comparer un land à un emplacement dans un App Store ou un Google Play Store, sauf que y a deux choses intéressantes. La première, c'est le fait qu'il soit en nombre fini, donc ça leur garantit qu'il y aura un nombre fini de jeux, et que du coup la qualité générale des jeux disponibles sur ces lands va être plutôt tiré vers le haut que vers le bas, puisqu'il y aura de moins en moins de capacité à entrer. Les jeux qui ne seront pas pertinents vont au fur et à mesure pas réussir à se maintenir sur ces lands. Et deuxièmement, la notion de placement géographique, parce que justement, ce n'est pas qu'une galerie, ce n'est pas qu'une store avec des vignettes, mais il y a, comme dans le monde réel physique, des emplacements qui sont côte à côte. Donc, plus de 60 partenaires à ce jour qui contribuent à la création et le support de l'écosystème de Sandbox, parmi lesquels des grandes marques, fidèles un peu à notre stratégie précédente du jeu mobile et à tout le savoir-faire et l'expertise de notre équipe, des marques comme Atari, comme Roller Coaster Tycoon, comme Care Bears, comme les Schtroumpfs, comme Sean le Mouton, et ce n'est qu'un début. Donc, on a des marques encore plus grosses qui vont arriver d'ici les prochains mois.
on va avoir le plaisir de pouvoir annoncer bientôt. Le, donc ces Landes ont été vendues, donc je dis il y a un nombre fini de Landes, on en a vendu progressivement dans le temps sur un principe de pre-sale. Donc avant la disponibilité du jeu, on a commencé à vendre petit à petit en plusieurs rounds une partie des Landes et au cours de l'année. Et on a vu une demande croissante des Landes compte tenu du potentiel que détenir un Land va ouvrir en termes de monétisation, de possibilité de publier des jeux, de possibilité d'avoir de l'exposure, de la visibilité auprès des joueurs qui vont venir découvrir les jeux et les contenus créés sur la plateforme. Le dernier token sur la plateforme Sandbox que je veux mentionner, c'est le Sand. Le Sand, c'est un utility token qui sert de moyen d'échange sur la plateforme, qui sert aussi à participer à la gouvernance de la plateforme, donc aux futures décisions de la roadmap, aux futures décisions sur des paramètres différents paramètres, notamment sur les attributions des grants, les attributs par la fondation, sur les pourcentages de certaines transactions, etc. Ainsi que de staking. Donc, pour, pour simplifier, c'est comme si vous économisiez vos SAND sur un livret, un compte sur livret, tout simplement. Et grâce à ça, chaque mois, on distribue 1,5 million de SAND tokens à toutes les personnes qui contribuent et qui stake leur monnaie en attendant justement le lancement de la plateforme et de pouvoir jouer à Sandbox avec ce SAND. Cette version de The Sandbox, animée par la blockchain, avec des créateurs que vous pouvez récompenser, rémunérer, c'est ta plus grande fierté d'entrepreneur? Oui, assurément, hein, ça fait, on n'a pas encore lancé publiquement, donc évidemment, il y a encore un peu de pression par rapport à le produit qu'on veut lancer. La première bêta pour les joueurs qui était prévue pour fin d'année, mais sur laquelle on va accorder, on va sûrement pousser pour début d'année prochaine pour améliorer encore l'expérience. On cherche à Ça fait 8 ans que je travaille sur The Sandbox et c'est la 3e itération du produit. Donc c'est quand même un produit mature. C'est une idée qui a pris forme au début du jeu mobile, donc fin 2011, début 2012, lorsqu'on a lancé la première version et qui, je pense, maintenant a vraiment acquis une certaine maturité dans l'expérience, dans la qualité visuelle, dans la logique économique derrière. Et ce qui est vraiment encourageant, c'est l'engouement de la communauté, le support de la communauté. Notre communauté est parmi l'une des plus actives sur Discord, sur Telegram, incroyable, de créateurs, d'ambassadeurs, tout ce qu'ils font, tout ce qui est partagé. On a des personnes qui contribuent à l'écosystème en développant déjà des outils propres par-dessus The Sandbox pour appliquer des nouveaux workflows, rendre nos formats interopérables avec d'autres outils 3D. Toutes les participations aux différents contests, game jams montrent que on a vraiment une audience déjà, même si on n'est pas encore lancé sur nos outils. Et, et enfin, pour finir, le succès, l'engouement qu'il y a eu jusqu'à présent pour les Lindes, aussi, avec désormais on a plus de 3300 personnes qui ont des Lindes dans notre plateforme, montre que on a aussi des utilisateurs qui ont déjà sauté le pas de détenir des Lindes et de participer au futur succès de la plateforme en y contribuant par l'acquisition de land, en y contribuant par la création de contenu, en y contribuant par l'acquisition de Sand et le staking de Sand, etc. Et c'est une communauté vraiment internationale, donc on a les top pays pour Sandbox sont les US, l'Italie, on a une très forte communauté en Italie, la Corée, marché principal, avec 2 personnes dédiées à temps plein, et on est l'un des plus gros projets blockchain gaming là-bas. La Chine qui est en pleine croissance, le Japon aussi, et plein d'autres pays où, en fait, le fait qu'on soit vraiment gaming, donc on est accessible à une audience qui va être plutôt autour des
25-45 ans, donc qui a grandi avec le jeu vidéo, qui comprend la différence entre du jeu free-to-play où je dépense de l'argent et je n'ai aucun moyen de retenir cet argent ou les contenus que j'ai gagnés dans les jeux, et je passe du temps à créer dans Sandbox et tout le contenu que je crée, je le monétise pleinement, ou tout le contenu que je vais gagner en tant que joueur, je vais le monétiser, pouvoir le revendre, l'échanger, etc. Donc, un public plus adulte ou que ce l'on peut trouver sur des plateformes comme Minecraft ou Roblox, parce que il y a cet intérêt financier euh, et, euh, euh, et c'est vraiment une bonne direction pour le projet. Vous êtes combien à travailler autour de The Sandbox? Donc maintenant, l'équipe a grossi. On est passé d'un peu plus de 40 personnes en début d'année à plus de 100 personnes maintenant. Alors avec le coronavirus, c'est pas 100 personnes dans un seul bureau. Nos équipes sont réparties un peu partout dans le monde. On a plus de 40 personnes en Argentine, qui est quand même notre plus gros pôle de production. Et ensuite, en France, on est une vingtaine, en différentes villes de France. Et après, on a 2 personnes en Corée, 2 en Chine, une au Japon, et désormais, et après 30 personnes un peu partout dans le monde, entre l'Angleterre, l'Israël, l'Irlande, les Philippines, et j'en passe. Les États-Unis aussi, on a pas mal de monde en Italie, l'Italie, et j'en passe. Quand j'explique le concept de The Sandbox à des gens qui ne le connaissent pas, ils l'associent beaucoup au jeu Second Life. Est-ce que tu es d'accord avec cette comparaison? Partiellement en fait. Donc Second Life a plus un monde virtuel, mais n'est pas vraiment une plateforme de jeux vidéo. C'est-à-dire que dans Second Life, tu vas pouvoir te connecter avec un avatar, te promener dans un monde persistant avec effectivement du contenu, des activités sociales, potentiellement des événements, des streamings, etc. Mais tu vas pas vraiment avec ton personnage te mettre à aller rentrer dans un monde, affronter des squelettes, slasher du dragon, puis piloter une voiture, puis sauter de plateforme en plateforme, etc. Donc un peu pour schématiser une expérience, euh, si vous avez lu Snow Crash, le bouquin, ou si vous avez vu le film Ready Player One, c'est un petit peu, ou même le film de Pixar, Wreck-It Ralph, c'est un peu plus cet univers vraiment gaming dans lequel, avec ton personnage, avec ton avatar, oui, tu vas pouvoir participer à des expériences sociales, chatter avec d'autres utilisateurs, interagir, etc. Très important. Et en plus de ça, et c'est quelque chose qui pour l'instant est assez unique à Sandbox, tu vas pouvoir participer donc du coup à des jeux comme je le décrivais précédemment. Selon la légende, Vitalik Buterin, qui a fondé la blockchain Ethereum, l'a créé justement suite à une modification arbitraire de sa classe de personnages dans le jeu World of Warcraft. Finalement, on retombe un peu sur nos pieds avec The Sandbox et la blockchain. J'ai lu, oui, effectivement, j'ai lu cette anecdote. C'est assez. Je pense que les fondamentaux sont là. L'idée de que les contenus, que les contenus sur la blockchain sont vraiment les tiens, que personne ne puisse les modifier à jamais. Ça permet en fait, et surtout en fait, que l'équilibre économique ne peut pas être modifié par une entité centrale, et que du coup, la valeur est préservée. Donc, si nos lindes, on ne pourra jamais en faire plus que 166 000. Les items de jeu, si un créateur décide d'en faire 100, il ne pourra jamais en faire plus que 100. Donc, on est assuré grâce au NFT que la scarcity, la rareté de cet asset est vraiment limitée. Et du coup, on crée en fait un système de valeurs qui va être la base de tous les échanges économiques dans la plateforme. Et même en dehors de la plateforme, ce qui est aussi vraiment la puissance de l'utilisation de la blockchain dans Sandbox et qui n'est pas possible dans la plupart des autres jeux vidéo centralisés en fait. J'aimerais revenir avec toi sur le listing de votre token sur la plateforme d'échange Binance, qui est une plateforme d'échange qu'on ne présente plus. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de cette aventure? Écoute, donc l'histoire de Binance, c'est un exchange, c'est le plus gros exchange au monde. Donc effectivement, sa réputation n'est plus à faire. Et du coup, il a aussi une réputation d'être l'échange qui est le plus difficilement accessible. Les projets ne contactent pas Binance pour être listés sur Binance, c'est Binance qui contacte les projets pour décider à
les lister ou non. C'est un process et du coup, ça met en place un seuil de qualité par rapport aux projets qui sont listés sur Binance. Nous, notre approche sur le Sandbox a été la suivante. Ça fait, comme je disais, on construit Sandbox depuis maintenant fin 2017. Contrairement à beaucoup de projets dans l'univers blockchain et notamment suite à la phase ICO, de ne pas lancer le token ou lancer un token sans avoir démontré que le produit existait, sans avoir démontré un certain succès auprès de notre communauté en termes de métriques, avoir montré les différents produits, etc. Donc, ce qu'on a fait, on a tout simplement, et je pense que c'est la bonne approche, hein, tout simplement, on a construit le projet, on a construit le produit, l'équipe, on a établi notre réputation, notre sérieux dans l'univers blockchain. Et, et une fois qu'on a atteint un certain palier dans le projet, euh, on a cherché à lister le SAND et introduire le SAND sur différents exchanges. On avait des échanges, on avait des discussions, on a été approché par Binance, ça doit remonter au tout début de l'année, en janvier 2020. Donc, ça veut dire qu'on est rentré effectivement, leurs analystes ont pu voir le sérieux du projet, de nos équipes et la performance de certaines de nos métriques, notamment grâce au pre-sale de l'Inde, grâce à l'engouement et la couverture média qu'il y a pu avoir autour. Et à partir de là, on a commencé à discuter avec eux une collaboration pour le listing, mais pas que, puisque Binance est l'un des investisseurs de Sandbox aussi, ce qui montre en fait vraiment un souhait, un choix d'être un partenaire sur le long terme et pas juste pour introduire un token puis passer au suivant. Donc, on a travaillé avec eux le modèle économique du token pour s'assurer que ça soit un modèle économique qui privilégie les utilisateurs, pas juste, et comme c'est trop souvent le cas dans la blockchain, les premiers investisseurs qui vont être les premiers à pouvoir vendre leur token avant les utilisateurs, au détriment de la croissance future de la plateforme. On a mis en place certaines mécaniques qui contribuaient à renforcer notre fondation et la croissance de l'écosystème avec eux. Et plus récemment, après le listing du SAND, donc ils nous ont aidés et apporté leur communauté internationale, la visibilité de Sandbox à leur communauté un peu partout dans le monde. Plus, ils ont acquis des lands sur la plateforme. Ils vont utiliser ces lands pour la promotion des NFT. On a lancé le premier un des premiers NFT de Binance, qui est le Binance Cyborg, qui est un personnage qui va pouvoir utiliser dans le Sandbox Game Maker. Là, on vient de voir, j'ai eu la nouvelle aujourd'hui, il vient d'être nominé à la cérémonie des NFT Awards dans la catégorie Base Gaming NFT. Binance détient un peu plus de 2% des lands de la map et va pouvoir les utiliser pour engager sa communauté vers le blockchain gaming, à participer dans des contests, à développer le contenu sur ces lands avec eux. Et on continue à travailler avec eux sur d'autres sujets pour faire avancer tout simplement la croissance de la plateforme de Sandbox auprès de leur communauté et au-delà. Je dirais, en fait, c'est un travail dans la persévérance. Si, si vous démarrez, en fait, et que vous souhaitez lister un token immédiatement, alors vous n'avez pas construit et établi une réputation, alors ça prend du temps de s'établir une réputation, ça ne se fait pas en 1 ou 2 mois, même si on a pu voir dans la blockchain que certains projets dans le DeFi, pendant des phases d'engouement, en 1 mois seulement, pouvaient se monter et attirer des fonds. En général, il faut mieux, si le projet a une volonté de s'inscrire dans le temps, d'être assez sérieux, de ne pas se précipiter trop tôt. Et par rapport à vos autres partenariats, je pense notamment à Atari ou encore la plateforme Ultra. Oui, alors Atari, donc c'est un des partenaires, c'est une société dans le jeu vidéo, un des pionniers du jeu vidéo et du coup un des pionniers dans l'univers du blockchain gaming aussi. Ils détiennent des lands, on crée des jeux avec sur la base des licences Atari. On va créer un social hub qui permet en fait d'être une sorte de parc d'attractions virtuelles, inspiré par la licence Roller Coaster Tycoon. Les utilisateurs vont pouvoir s'y retrouver, socialiser, interagir entre eux, chatter. On a aussi lancé les premiers NFT
de jeux Atari qui vont pouvoir être utilisés sur notre Game Maker, notamment des personnages comme Millipede, Centipede, etc. Et notamment Millipede aussi vient de recevoir une nomination pour le Best NFT Gaming de l'année au NFT Awards. C'est assez chouette, ce doublé. Et on va donc continuer à produire des jeux avec des licences Atari sur la plateforme Sandbox. Par rapport à Ultra, donc c'est un partenaire aussi qui s'inscrit qui veut vraiment apporter un coup de frais, un rafraîchissement de la distribution des jeux PC, des jeux sur PC actuellement par rapport aux plateformes et aux stores qui peuvent exister, et redonner du pouvoir à la communauté d'utilisateurs, leur permettre de revendre les jeux qu'ils n'utilisent plus, permettre de gagner des récompenses au fur et à mesure de leur progression dans certains jeux, etc. Et donc c'est un partenaire tout logiquement, vu que Sandbox va être disponible sur PC et Mac en premier, qui va aussi contribuer à la distribution de Sandbox auprès de leur communauté euh, de joueurs, qui est aussi internationale. Petite question un peu plus d'actualité. Que penses-tu de la régulation qui se met actuellement en place en France pour le secteur de la crypto-monnaie et de la blockchain? On n'est pas basé en France, donc on a fait le choix dès le départ d'être international, de par le fait que la grosse majorité de nos investisseurs sont basés en Asie. Donc on a démarré à Malte, puis après on a mis en place différentes structures qui sont spécialisées par rapport aux différents besoins du projet. Mon conseil principal, en fait, à tout entrepreneur, ce n'est pas, même si la technologie est nouvelle et les législations vont mettre du temps à se mettre en place pour essayer, entre guillemets, d'apporter un, un framework qui va protéger les utilisateurs, parce qu'en général, on va dire, c'est l'un des buts principaux. Après, ça peut être débattu, mais on va dire qu'il y a ce but-là principal des législations. Nous, on a toujours émis le souhait d'être aligné avec les législations, de faire les choses bien. Ça prend du temps, c'est plus coûteux en général à un entrepreneur. Donc, c'est de l'énergie qui peut être passée à s'assurer. Mais l'exemple typique en France, c'est que les projets qui sont alignés avec le framework qui a été défini et sur toutes les régulations liées à la crypto par l'AMF, du coup, aujourd'hui, ne sont pas confrontés à des problématiques versus ceux qui ont décidé de ne pas de ne pas suivre, de ne pas y prêter attention ou de les ignorer euh, dans le domaine. L'univers français est vraiment intéressant. La qualité des ingénieurs en France n'est plus à démontrer. Donc, on peut voir des projets vraiment très pertinents euh, et qui se sont taillés une belle place et une belle réputation dans l'univers. La France accueille l'une des conférences IFIROM les plus importantes avec l'ETCC, par exemple. Donc ça, c'est un bel exemple de la force de la communauté IFIROM française. Euh, Tezos aussi a une bonne partie de ses équipes basées en France, etc. Pour revenir un petit peu sur ton personnage, est-ce que tu as un moment de joie et un moment de difficulté que tu saurais extraire de ta vie d'entrepreneur et que tu pourrais partager avec nous? J'ai pas spécialement de meilleur moment en fait. Ce qui est intéressant en fait, c'est pas comme s'il y avait un jour plus épique qu'une autre. Chaque journée en fait, je côtoie différents membres de la communauté, je rencontre des nouveaux créateurs, des personnes qui suivent et qui euh, soutiennent la vision à long terme de la plateforme et qui justement nous aident. Donc le sentiment chaque jour d'avoir une communauté croissante autour de Sandbox qui s'implique, qui va l'aider en contribuant avec du contenu, à la création de contenu, à l'usage des outils et à développer l'écosystème de manière plus générale. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très encourageant et qui justement nous permet de continuer à aller de l'avant, nous dire voilà, on fait quelque chose parce qu'on a vraiment des utilisateurs derrière. On n'est pas les seuls à penser et avoir cette vision unique. Euh, et donc, c'est la meilleure validation que l'on puisse avoir pour un entrepreneur lorsqu'il veut lancer un produit, d'être proche de ses utilisateurs, d'avoir des utilisateurs qui portent le projet. Le pire moment, il y aura toujours des moments qui apparaissent être plus difficiles, où il y a quelque chose un imprévu qui apparaît, etc. J'ai toujours tendance à relativiser et
à me dire, c'est pas parce que sur le moment, il y a quelque chose qui paraît être compliqué. Si je vois la big picture, le chemin parcouru et là où je veux aller au final, ça restera toujours gérable et il faut continuer à aller de l'avant, à trouver des solutions, heu et continuer à construire parce qu'on le fait pour une communauté. On porte une communauté de plusieurs milliers, voire, centaines de milliers d'utilisateurs sur Sandbox, si on compte les gens qui possèdent du Sand désormais et c'est la plus grande force et énergie, qui fait que notre équipe, plus de 100 personnes désormais, travaille, pour créer la plateforme Sandbox, la vision qu'on a du play to earn, et l'ouverture, progressive en bêta des différentes expériences et cetera. Avant de clôturer notre échange, aurais-tu un conseil à donner à une entrepreneuse ou un entrepreneur qui souhaite se lancer dans l'aventure? Quand vous voyez une technologie qui vous passionne, il faut pas hésiter, même si vous êtes «pionnier» entre guillemets dans cette technologie, il n'y a pas forcément d'hésitation à avoir. Il y a une opportunité intéressante à être parmi les first adopters, et heu et du coup, commencer à se positionner au début d'une technologie plutôt que seulement lorsqu'elle est devenue vraiment tellement mainstream que vous ne serez pas différenciant au moment où vous allez être rentré sur le secteur. Et 2, bah, la blockchain, le milieu de la blockchain en particulier, a quand même montré que, heu, c'est une technologie qui est capable de regrouper des gens avec des backgrounds et des profils vraiment variés, que ce soit de la finance, du marketing, de la technologie, du gaming. Donc ça c'est un univers, c'est une technologie qui peut toucher à toutes les verticales dans l'industrie et qui donc du coup, qui est un peu au croisement qui est intéressant en termes de croisement des chemins de profils et des entrepreneurs qui vont travailler dedans. Merci beaucoup Sébastien d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est toujours un plaisir d'échanger avec des entrepreneurs sur leur parcours et voir les cheminements qui les ont menés à leur création. C'est ainsi que se termine notre série sur les entrepreneurs et les entrepreneuses de l'univers crypto-blockchain. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de The Sandbox pour vous inscrire. Vous y trouverez d'ailleurs la rédaction de Cryptost. Dans la prochaine série, nous nous interrogerons sur le rôle de Bitcoin et des cryptos dans la prochaine crise économique. Le Bitcoin, qui amorce bel et bien son bull run, saura-t-il montrer sa force dans une crise mondiale? C'est pourquoi il a d'ailleurs été en partie créé en 2008. C'est ce que nous verrons avec 5 nouveaux intervenants. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.